Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre patience dans la salle d'attente. Et merci de nous rejoindre pour ce tour des territoires de la Cresse. Aujourd'hui dans le Var, en direct de la Mutualité française à Toulon. Merci à la Mutualité de nous accueillir dans ses locaux. Nous nous retrouvons dans un rendez-vous qui est un petit peu inédit dans le format. Nous avons souhaité, au niveau de la Cresse, malgré la pandémie et le renforcement des mesures, nous déplacer, aller à votre rencontre, même si ça se déroule sous format visio, pour parler avec vous des enjeux qui concernent votre département. La question de la représentation des départements et des territoires de manière plus générale est un enjeu stratégique de la Cresse et nous avons souhaité le traduire par l'organisation de ce tour des territoires. Alors, nous allons nous retrouver pour à peu près 1h20, 1h15, 1h20 ensemble, avec 3 séquences qui sont prévues dans ce tour des territoires. Une première séquence organisée autour du panorama de l'ESS dans le Var. C'est un nouvel outil que nous vous amenons et qui vous servira dans le temps. Nous aurons une seconde séquence autour du plan de relance et notamment les mesures ESS que nous essaierons de décoder ensemble avec le soutien de la Directe. Et enfin, nous parlerons des rendez-vous à venir et des animations que nous pourrons ensemble co-construire sur ce territoire. Donc, sur chacune des séquences, vous aurez l'occasion d'intervenir, de poser vos questions. Vous connaissez tous par cœur les modalités maintenant d'une visio. Nous vous invitons à garder vos micros fermés quand vous n'intervenez pas. Vous pouvez utiliser la fenêtre de discussion que je vous invite à ouvrir sur le côté pour suivre le fil des messages qui va défiler. Ce pourra être des adresses, des compléments d'infos qui arriveront, mais vous pouvez aussi demander la parole par le biais de cette fenêtre de discussion. Pour le reste, on va se lancer tout de suite dans les échanges. Vous êtes assez nombreux à vous être connectés. On ne va pas faire de tour de table. Par contre, en termes de consignes, peut-être, vous pourriez aller, je ne sais pas si vous en avez l'habitude, mais à l'endroit de votre fenêtre, vous allez sur les 3 petits points et si vous n'avez pas nommé votre structure ou votre nom, vous pouvez utiliser la fonction renommer pour qu'on vous identifie correctement plutôt que d'avoir le nom d'un téléphone ou de je ne sais pas, de votre chat ou autre. Voilà. On va pouvoir démarrer cette séance, peut-être avec un rappel sur la place particulière qu'a ce tour des territoires. Nous arrivons aujourd'hui au bout de notre première semaine. Nous sommes allés à la rencontre du 84 dans le Vaucluse. Ensuite, nous sommes allés à Gap. Ensuite, nous sommes allés au Mets, à côté de Digne. Et ce matin, nous étions à Nice. Et nous terminons dans ce beau territoire varois. Quelle est la place du tour des territoires dans la stratégie de la Cresse et quel type d'échange vous souhaitez entretenir avec les adhérents aujourd'hui? Merci Sam, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois que dans la séquence, parfois on nous pose la question à quoi sert la Cresse et que fait la Cresse? Dans cette séquence, vous allez avoir des traductions concrètes de ce qu'est à même de proposer la Chambre. Je crois qu'on peut se féliciter d'une part que aujourd'hui l'économie sociale et solidaire soit rattachée au ministère des Finances. On peut se féliciter également que notre Chambre régionale ait cette relation directe avec l'État. Je veux saluer la Directe qui nous accompagne depuis le début dans ce tour de territoire. Saluer particulièrement Sabira Perrault pour le travail qu'elle fait et la présentation qu'elle va nous faire. Et puis, les territoires, pourquoi c'est important? Parce que la réalité de l'ESS, elle est en proximité. Et si nous voulons demain que notre chambre régionale soit une chambre régionale pleine et entière, il faut bien qu'on puisse s'appuyer, nous aussi,
en proximité sur la réalité des acteurs qui sont sur nos territoires. Et d'être aujourd'hui dans le Var, c'est important, comme nous l'étions dans d'autres départements. C'est important effectivement pour notre chambre régionale que les CRES départementales s'organisent de telle manière à ce que nous soyons en capacité d'avoir une CRES régionale forte et active. Voilà. Merci, Président, pour ces propos introductifs. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque le premier thème de notre intervention, c'est la présentation du panorama départemental de l'économie sociale et solidaire dans le Var. J'invite pour cela David Ekel, le directeur de la CRES, à nous rejoindre. Et tout de suite, le temps de t'asseoir. La première question que je souhaiterais te poser, David, c'est pourquoi un panorama départemental? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau d'avoir cet éclairage sur les départements? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, pourquoi un panorama départemental? Vous le savez, depuis plusieurs années, la CRES Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur porte un observatoire régional. Nous sommes d'ailleurs la CRES qui a initié et inventé ce concept en France pour l'ensemble des régions. Et aujourd'hui, autant que vous avez de régions administratives en France, vous avez une CRES, et dans chacune de ces CRES, il y a un observatoire. Le premier observatoire est né chez nous. À l'origine, pourquoi avons-nous créé ce premier observatoire régional de l'économie sociale et solidaire? Pour un objectif simple, qui était celui de se dire, mais si nous voulons représenter à un moment l'économie sociale et solidaire, il s'agit de pouvoir à un moment dire combien elle pèse dans le paysage régional, et notamment combien elle pèse dans le paysage des entreprises et du volume d'emploi du territoire. D'où la création de ce premier observatoire régional. Et aujourd'hui, compte tenu de l'enjeu prioritaire et de la place que nous souhaitons donner au territoire dans le projet de la CRES, on s'est donné pour une ambition toute simple, qui est celle de décliner cette capacité régionale à se compter, de la mettre à disposition des territoires pour qu'ils viennent outiller leur présentation de l'économie sociale et solidaire. Une première manière, en fait, d'expliquer et de valoriser l'économie sociale et solidaire dans un territoire, c'est simplement de dire combien d'entreprises du type de l'économie sociale et solidaire est implantée sur les territoires et de dire combien d'emplois sont portés par ces entreprises. Merci David. Alors du coup, sans plus tarder, on passe à la présentation. Je vais partager mon écran. J'espère que vous allez pouvoir le voir dans un instant. Avant de situer quelques chiffres clés sur le département du Var, une première slide sur l'ESS, donc les entreprises de l'économie sociale et solidaire en région, de manière à situer le poids du territoire dans l'ensemble de l'économie d'ESS de la région. Sam, si tu veux bien. Et donc, vous voyez que dans notre région, il y a aujourd'hui un peu moins de 13 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire qui salarient 162 599 salariés, donc près de 163 000 salariés aujourd'hui travaillent dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Si on se pose la question de la répartition en taille de ces 12 911 entreprises, vous voyez qu'il y a un peu moins de 11 000 TPE. Dans notre panorama, les TPE sont les entreprises de 1 à 9 salariés. Il y a ensuite 2023 PME et nous bénéficions de 88 grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui ont plus de 250 salariés. C'est près de 13 000 entreprises de l'ESS en région salarient 13,4% de l'emploi privé régional. Donc, vous voyez que simplement ces deux premiers chiffres donnent à voir en fait comment, quand on prend l'ESS dans toutes ses composantes,
elle constitue dans le territoire régional une force économique importante qu'il ne s'agit pas de négliger, d'autant plus quand on précise qu'aujourd'hui, elle contribue, alors certes, à un indicateur de valeur qui nous intéresse peu dans le champ de l'ESS, mais qui nous permet de faire une comparaison avec les autres secteurs d'activité. Nos entreprises créent plus de 7% de ce qu'on appelle la valeur ajoutée monétaire du territoire. Et donc, 7,1, elle représente 7,1% du PIB. Donc, en comparaison, maintenant, si on descend au niveau départemental, je ne vais pas rentrer dans l'exhaustivité des chiffres, ça serait un peu fastidieux, et puis à un moment, on va s'assommer. Juste là aussi pour comparer les deux principaux chiffres, à savoir le nombre de salariés et le nombre d'employeurs de l'ESS dans le territoire. Vous voyez qu'il y a 2932 entreprises de l'ESS dans le département du Var qui salarient près de 30 000, enfin près de 29 000 pour être plus précis salariés, 28 712 salariés. Et donc, ça représente dans l'emploi privé départemental un poids de 14,6% de l'emploi total privé. Donc, vous pouvez le mettre en comparaison avec la moyenne régionale qu'on a vue tout à l'heure de 13,5 points. Donc, c'est déjà un point de plus. Et si vous le comparez à la moyenne nationale est à 14%. Donc, on a un territoire départemental du Var dans lequel l'économie sociale et solidaire a une place significative. On va continuer, si tu veux bien, Sam. Donc, après, préciser un peu plus la structure de nos formes d'entreprise, à savoir les statuts juridiques d'origine de nos entreprises et le nombre d'employeurs sur la répartition de ces statuts, juridiques. Vous voyez qu'on a 2932 entreprises employeurs pour les 28 000 salariés, et vous avez la ventilation par statut juridique. 80% des emplois sont aujourd'hui, avec 23 072 salariés, 80% des salariés sont dans des entreprises associatives, et on a essentiellement des PME, pour 2920 d'entre elles. Et il faut savoir que sur le territoire, ce qui en fait est une particularité qu'on va retrouver ensuite dans les Bouches-du-Rhône et également dans les Alpes-Maritimes, on a 12 gros établissements de plus de 250 salariés qui emploient près de 20% des salariés de l'ESS. Il faudra là aussi se poser la question dans l'organisation de la fonction représentative de la délégation départementale du Var, trouver à les associer à notre démarche pour qu'ils puissent contribuer avec leur force économique d'employeurs importants du département à la représentativité de l'ESS sur le territoire. Deux petites précisions méthodologiques. Le chiffre que vous voyez sur les associations n'est naturellement pas le chiffre total des associations qui s'emploient sur le territoire à proposer des activités d'utilité sociale, de renforcement du lien social entre les populations. Nous ne comptons au niveau statistique, et ça c'est partout pareil en France, que les associations dites employeuses. Et on a statistiquement pour habitude de dire de manière un peu, comment dire, un peu à la grande cuillère, si vous me permettez l'expression, que ces associations employeuses représentent 20% de la totalité des associations qui œuvrent sur le territoire. Et donc, c'est cette précision méthodologique pour ne pas les oublier, puisque ce sont à un moment autant d'activités proposées souvent à des populations, enfin vers des populations et animées par des collectifs de bénévoles. Donc, quand vous ne voyez pas ce chiffre-là dans notre panorama départemental, vous pouvez faire le calcul pour aller jusqu'à 100% et vous avez a priori à peu près le nombre d'associations qui œuvrent sur le territoire départemental. Quelques données ensuite, si tu veux bien, Sam. Ah pardon, et le deuxième point méthodologique, c'est que dans ce panorama n'est pas encore compté
à l'heure actuelle ce qu'on appelle les sociétés commerciales de l'ESS. On est là sur aujourd'hui un enjeu de progrès en matière statistique. C'est une négociation qui se fait au niveau national avec les services de l'INSEE, qu'on essaye ici de traduire localement en région par une relation renforcée avec les services de la préfecture et de la directe pour avoir un ordre d'idées. Mais on ne comptabilise pas encore dans nos panoramas ces sociétés commerciales de l'ESS, alors qu'elles sont encore une part minime de nos établissements employeurs, mais elles constituent une partie de la dynamique aujourd'hui de création nouvelle des entreprises de l'ESS. Donc, il est grand temps de pouvoir les compter pour justement observer la continuité de leur dynamique et d'identifier les secteurs d'activité sur lesquels aujourd'hui elles proposent des services ou des produits. Ce qui me fait ma transition avec ma slide suivante, qui n'est pas celle-ci, sur les secteurs d'activité. Ah, pardon. Ah oui, à droite, excuse-moi. Je m'excuse, Sam. On n'a pas la même présentation sur le PowerPoint que les chiffres que j'ai dans les mains. Donc, vous voyez que... Alors, là aussi, c'est une donnée qu'on va retrouver, un marqueur fort qu'on va retrouver dans l'ensemble des départements. On a une concentration forte de l'emploi de l'économie sociale et solidaire dans le secteur de l'action sociale. Ça représente, dans le département du Var, un peu plus de 47% de l'emploi ESS du département. Donc, une majorité aujourd'hui des personnes salariées dans une entreprise de l'économie sociale travaillent dans l'action sociale. Si vous ajoutez les chiffres des salariés qui sont employés dans une activité de santé, on est près à 50, on est à près de 50% des emplois de l'ESS qui se concentrent sur ces seuls secteurs. Pour autant, vous voyez qu'ensuite, on a une diversité de salariés dans une diversité de secteurs d'activité. Et là, sans rentrer le détail, juste un petit zoom. Par exemple, si vous prenez le chiffre des personnes salariées dans les activités, dans les secteurs du sport et du loisir, sachez que les 1245 salariés de ce secteur dans ce département représentent plus de 50% des salariés de l'ensemble du secteur dans le département. Et donc, on voit que sur certains secteurs d'activité aujourd'hui dans le département, les entreprises de l'ESS, en fait, sont les leaders de ces marchés ou ces quasi-marchés, si vous me permettez l'expression. On va continuer sur une petite slide complémentaire, sans rentrer dans les détails. On a pris beaucoup d'attention à donner des indicateurs sur la répartition du nombre de salariés et la part de l'emploi ESS dans certains territoires, dans ce qu'on appelle les EPCI, donc c'est-à-dire toutes les intercommunalités qui organisent le territoire départemental, donc soit les communautés de communes, soit les communautés d'agglomération du département. Dans le tableau que vous avez sous les yeux, elles vous sont présentées par dégressivité concernant la part de l'ESS dans l'emploi privé. Et vous voyez par exemple que pour la communauté de communes du Provence-Verdon et la communauté d'agglomération dracénoise, l'ESS vient représenter jusqu'à 1 emploi sur 4 de ces territoires. Ces données sont intéressantes parce qu'elles nous donnent 2 indications. D'une part, qu'il faut porter attention à certains territoires où il y a une concentration, enfin une part très importante d'ESS dans l'emploi total. Ça veut peut-être dire qu'à un moment, il faut comment porter notre attention, notre volonté d'accompagnement vers ces territoires. Et ensuite, ça nous permet de rentrer en dialogue avec les autorités publiques en responsabilité des politiques locales de ces EPCI. Parce qu'en France, une partie de ce qu'on appelle la compétence économique est partagée entre plusieurs niveaux de collectivités locales, et les EPCI pilotent une part de cette compétence économique. Et donc, se mettre en dialogue avec elle, c'est se donner la possibilité
de réfléchir à comment appuyer sur certains territoires le développement de l'économie sociale et solidaire. Dernière information que nous donne, sans surprise, mais on voit là la centralité de l'agglomération toulonnaise, on voit que 53% des salariés ESS du territoire sont dans la communauté d'agglomération de Toulon. Dernière histogramme, c'est les tendances de l'emploi. Je ne vais pas là non plus le commenter dans le détail. C'est les tendances de l'emploi entre les années 2011 et 2019. Il nous dit une première chose, c'est que en fait, on a dans le département, dans les 3 dernières années, on a des baisses, on a une structure de l'emploi de l'ESS qui est en baisse. C'est une caractéristique du département du Var. Il faudra pouvoir l'analyser. Aujourd'hui, on fait le constat. Il va falloir explorer un peu plus précisément les enjeux qui, à un moment, influent cette baisse de l'emploi dans l'ESS depuis maintenant ces trois dernières années. Ce qui est déjà ce qui est déjà pointé statistiquement, c'est que cette baisse de l'emploi se situe plutôt dans les petites associations, et donc elle vient impacter des activités de grande proximité, et notamment des activités de solidarité dans le territoire. Naturellement, il faudra prolonger l'exploration, parce que ça peut mettre en lumière des enjeux très importants en matière de préservation d'activités de solidarité pour les populations très fragiles des départements du Var. Mais c'est une tendance forte pour le département qui, malheureusement, va être renforcé par la situation de pandémie. On a commencé à faire quelques travaux de conjoncture sur le tassement de l'emploi dans les entreprises de l'ESS suite aux différentes situations de confinement. Et là, vous donnez juste deux indicateurs pour l'instant. On a comparé l'activité des entreprises de l'ESS en matière d'emploi entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020. Le constat qui est fait au niveau régional, c'est que donc l'emploi dans les entreprises de l'ESS entre ces deux trimestres baisse de 3%. Et s'agissant du département du Var, il baisse de 3,6% dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous allons naturellement continuer ce travail de conjoncture en comparant les trimestres suivants, pour bien pouvoir mettre en avant la nécessité de ne pas simplement considérer la capacité de résilience de nos entreprises liées à leur pratique entrepreneuriale spécifique, mais bien aussi pointer le fait que dans certains secteurs d'activité de l'ESS, nos entreprises aujourd'hui sont en souffrance parce qu'elles ont à vivre des trimestres blancs en activité, des baisses de leurs adhérents ou de leurs cotisants, et que ça vient impacter la viabilité à terme de leur activité. Merci David pour cette présentation. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions soit en levant la main, soit en marquant un PP pour prise de parole dans la fenêtre de discussion. En attendant qu'on ait quelques premières réactions, est-ce que tu peux nous indiquer si ce nouveau panorama va être amené à être actualisé régulièrement, ou est-ce que c'est un one-shot? Et est-ce que vous prévoyez des outils complémentaires? Alors, oui, ce panorama sera actualisé. Est en débat aujourd'hui le rythme de cette actualisation. Est-ce qu'il sera annuel ou est-ce que ce sera une fois tous les 2 ans? Mais donc, on aura la possibilité très rapidement de pouvoir mettre en dynamique les informations départementales et voir et suivre les évolutions en matière d'emploi et d'entreprise dans le territoire. Un outil complémentaire statistique est d'ores et déjà programmé. C'est celui d'une note de conjoncture que je viens d'évoquer, qui elle aussi sera un élément, sera une ligne éditoriale de la CRES dynamique, dans le sens où elle sera à la fois régionale et départementale, et qu'elle sera régulièrement publiée pour là aussi constater les évolutions et les tendances conjoncturelles liées à l'emploi.
Et nous sommes en train de travailler, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, nous avions produit il y a maintenant 2 ans, à l'occasion de la 2e conférence régionale de l'ESS, un baromètre sur le moral des dirigeants en région, grâce à notre partenariat avec le groupe Aesio. Et nous avons pris langue, je vais le dire comme ça, avec le groupe Aesio pour étudier la possibilité de refaire ce baromètre du moral des dirigeants de l'ESS dans notre région pour là aussi mesurer comment la situation de pandémie influe ou n'influe pas le moral de nos dirigeants en région. Merci David pour ces précisions et ces perspectives. Alors, on a une première question de Corinne Etoiti. Corinne, je te donne la parole. Oui, c'était pas forcément une question, c'était... Alors, on a un problème de micro, Corinne. Ah. Tout à l'heure, c'était Clémentine. Maintenant, ça va être ton cas. À toi. Vous m'entendez, là? Ah, attendez. Moi, il est bien branché. Je vais vérifier. Ouais, parce que le mien, il est... J'ai un problème d'alimentation de mon côté sur le haut-parleur. On va régler un petit problème technique. Le truc n'est pas allumé là-bas. Un instant. Ça y est. Info contact de notre côté apparemment. On t'entend cette fois-ci. Merci. Voilà. Une précision dans ce que tu as dit, David. Ce qui est intéressant, c'est aussi le Var. C'est un département qui a une diversité, comme j'ai dit tout à l'heure, mais surtout en termes d'emploi, il y a beaucoup d'actions sociales et il y a aussi eu beaucoup de baisses de la participation des pouvoirs publics. Et je pense que ça participe aussi donc à l'affaiblissement du nombre d'emplois également, qui était soutenu il y a encore quelques années dans le cadre des subventions. Et effectivement, il y a beaucoup moins de subventions de l'ensemble, que ce soit des collectivités territoriales, mais aussi de l'État, dû à la conjoncture, à la situation politique aussi de notre pays. Et de ce fait-là, je pense qu'effectivement, ça crée une diminution, voilà, du potentialité et des emplois au sein de notre département. Je pense que ça, c'est un petit peu prégnant partout. Il y a beaucoup d'actions sociales et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de baisser, voire disparaître. Voilà. Merci pour ces précisions, Corinne. On voit bien que les données statistiques de l'INSEE et de l'URSSAF, qui sont un travail de traitement nécessaire, doivent être croisées aussi avec l'expertise et la connaissance que vous avez des politiques publiques sur le territoire et des conjonctures. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou demandes? Alors, il y a une question de Monique. Avons-nous la possibilité de mesurer les décisions prises sur les contrats aidés sur la baisse de l'emploi? Bonjour Monique. Alors, oui et non. Pardon pour la réponse. Ce qui est très net statistiquement, c'est que quand on regarde les évolutions en conjoncture de l'emploi dans l'ESS entre les années 2017 et 2019, on voit que les évolutions de la politique publique, et notamment celle liée au contrat aidé, vient effectivement impacter l'emploi. Par contre, ça ne veut pas dire que toutes les baisses sont liées à la baisse des contrats aidés. En fait, c'est toujours pareil, ce sont des analyses qui sont plutôt multifactorielles. Il faudrait, par exemple, aussi mesurer l'impact qu'a la réforme sur le mécénat, qui est venue, elle aussi, par exemple, demander à certaines entreprises associatives de repenser leur modèle économique et donc de se réadapter. Ce qui est par contre évident, c'est que les politiques publiques de soutien aux organisations, enfin de différents secteurs d'activité dans lesquels nos entreprises de l'ESS sont majoritaires,
ont énormément évolué entre les années 2017 et 2019. Ça a demandé à beaucoup de nos entreprises de se réajuster et pour certaines d'entre elles, effectivement, ça a provoqué un tassement de l'emploi. Il faudra regarder en tendance, juste pour finir, si ces réajustements, en fait, derrière, ne sont pas dans le temps, n'ont pas eux-mêmes consolidé les modèles économiques de nos entreprises et n'ont pas créé de la solidité pour l'avenir. Merci. Merci. Alors, du coup, j'essaye de suivre le fil des questions. Marc de la Ligue de l'enseignement 83 nous demande si les licenciements économiques ont été quantifiés et qualifiés. Ils sont pris en compte dans la statistique, mais ils le sont de manière globale. Donc, on n'a pas, par exemple, on ne peut pas isoler le chiffre que des fermetures pour raisons économiques. Est-ce que alors, Marc, tu souhaites intervenir? Je t'invite à ouvrir ton micro et à parler directement. Oui, je vais préciser un petit peu. C'est que de plus en plus, on est tenté par des recrutements à durée déterminée. Alors, évidemment, ça a toujours existé sur des missions bien précises. Mais de plus en plus, c'est une procédure qui tente à s'étendre pour des raisons évidentes. Licenciement économique, ce serait bien de savoir les quantifier parce que ça, à mon avis, c'est très important pour regarder les tendances, d'une part, et les qualifier aussi pour regarder dans quel secteur ils se produisent d'une manière un peu plus fine. Voilà, donc c'était simplement pour repréciser un petit peu ma question. Merci Marc, et je vois que vos réactions sont très positives dans le sens où vous marquez bien l'utilité de ce baromètre et de la nécessité de ramener des éléments et des indicateurs complémentaires. Merci pour cette contribution. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention dans l'audience? Alors, s'il n'y en a pas d'autres, je vous rappelle, vous avez déjà le lien dans la fenêtre de discussion, que ces baromètres sont déjà disponibles en téléchargement sur le site de la CRES. Sophie vous a indiqué le lien dans la fenêtre de discussion et que nous laisserons à la délégation un certain nombre d'exemplaires papier. N'hésitez pas à vous en servir pour vous et les autres. Président, vous voulez intervenir? Je vous poserai ma question après. Oui, une remarque, et notre directeur l'a rappelé. Aujourd'hui, les chiffres que nous présentons, d'abord, je pense que c'est bien que vous ayez les chiffres au niveau départemental, et quand on parle de la délégation départementale, ça vous donnera les moyens de dire qui vous êtes et de où nous partons et de où nous parlons, et vous aurez des arguments pour expliquer la réalité de l'économie sociale et solidaire vis-à-vis de vos interlocuteurs. Maintenant, vous informez qu'il y a un travail qui est fait, parce que le directeur l'a souligné, les associations qui n'emploient pas de salariés ne sont pas prises en compte. On devrait aller vers une évolution de cette prise en compte. Il y a un travail qui est fait notamment par l'INSEE avec ESS France pour que les associations qui n'emploient pas soient également considérées dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire et recensées. Donc, nous aurons des chiffres qui seront forcément par la suite différents. Et puis, il y a le sujet qu'a évoqué également David, des sociétés commerciales qui aujourd'hui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui ne sont pas non plus référencées. Donc, il y a tout un travail qui est fait, une réflexion qui est menée. Il y a aussi un sujet sur va-t-on rattacher les syndicats dans le champ de l'économie sociale ou pas? Il y a des débats qui sont en cours. Par contre, il y a quelque chose qui est tranché. C'est, vous savez, les associations qui dépendent directement de collectivités locales, qui ont été créées par des collectivités locales. Elles, nous le savons déjà aujourd'hui, ne seront pas prises en compte. Président, je vous demande de garder le micro parce que j'aimerais vous poser une question. On a bien compris l'intérêt de ces panoramas pour parler de l'ESS sur les territoires. C'est un très bon outil. Mais est-ce que ces panoramas peuvent aussi servir à influer le travail de la Chambre régionale dans ses missions, dans ses services? Comment on peut s'en saisir, nous? Bien sûr, il y a des remarques qui ont été faites. On voit bien que quand on affine, dans l'orientation que nous aurons à avoir, à qui nous allons nous adresser. On a parlé de la crise, savoir justement les secteurs qui sont plus présents, voir comment ça se passe pour eux dans le cadre de la crise, pour les accompagner. Parce que le rôle de la CRES,
de donner des éléments d'information, c'est une chose, et il faut qu'elle les donne, et il faut qu'elle donne ces moyens à tous les acteurs représentatifs qui vont parler pour elle, mais il faut aussi qu'on sache la réalité. On voit bien dans les questions qui ont été posées, il va falloir qu'on affine aussi pour savoir, nous avons la connaissance aujourd'hui, nous faisons ce travail de structures qui sont en difficulté, nous savons qu'il y en a qui vont disparaître, il y en a qui ont disparu, donc on va les recenser, savoir quelles sont les raisons qui ont fait qu'elles ont disparu, à la question qui a été posée de savoir qu'est-ce que ça a eu comme conséquence en termes de licenciement. Il va falloir également qu'on puisse affiner tout ça. Bien sûr que dans le temps, ce sont des éléments dont la délégation ici, qui sera la CRES dans le département du Var, ce sont des éléments qu'il faut avoir le plus précisément en main, de telle manière que dans le travail de représentation, dans le travail d'interpellation que devra faire la délégation avec les acteurs publics ici sur les territoires, mais avec et aux côtés des autres acteurs économiques, nous ayons la photographie la plus précise possible de notre réalité, parce que d'une certaine façon, ça va nous permettre de construire également les démarches que nous allons entreprendre tant vis-à-vis de l'État que vis-à-vis de la région pour apporter des solutions à des entreprises que nous devons accompagner. Et puis également construire les réponses que la Chambre doit pouvoir fournir. Merci, Président, pour ces apports complémentaires. Alors, s'il n'y a plus de questions sur le volet du panorama de l'ESS dans le Var, je vous propose que nous passions à la seconde séquence de notre tour des territoires sur le plan de relance ESS. Pour cela, vous l'avez pointé, Président, nous avons l'appui et le soutien de la directe à l'échelle régionale, mais aussi sur les unités territoriales. Je vais demander à Sabira Perrault, qui est notre interlocutrice et alliée dans cette présentation-là. J'espère qu'elle est bien avec nous. Sabira, est-ce que vous êtes parmi nous? Parce que là, il y a tellement de monde que j'ai plusieurs écrans. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Sabira. parmi vous. Bonjour. Est-ce que vous êtes accompagné de quelqu'un de la délégation de l'unité territoriale que vous souhaitez présenter? Oui, d'abord, je vous remercie. J'ai Dominique Buisset, qui est le chef de pôle 3E, qui est en charge du plan de relance. Et sa représentante aujourd'hui, c'est Corinne Césari, qui est avec nous et qui va peut-être répondre à des questions. Je salue aussi M. Gauthier, qui est en charge du dispositif local d'accompagnement, qui est aussi présent. Voilà, donc l'unité départementale est bien présente aujourd'hui à nos côtés. Vu qu'on souhaite faire le focus départementaux, je peux peut-être laisser inviter Madame Césari à se présenter, ou en tout cas les représentants de l'unité territoriale. Bonjour. Oui, bonjour messieurs, dames. Donc Corinne Césari, au sein de l'UD du Var de la Directe PACA. Avec Madame Perrault, donc nous travaillons dans le domaine de l'ESS et je suis plus particulièrement sur les domaines des services à la personne, sur le domaine de l'insertion par l'activité économique et en charge du DLA du Var en lien avec Monsieur Renaud Gauthier qui est présent ce jour et Madame Michèle Buchiot également, donc qui est présente également. Et nous avons également en charge la création des GEC, groupements d'employeurs d'insertion et de qualification sur nos territoires. Voilà. Bonjour à tous. Vous ne manquez pas de travail. Je vous remercie d'être présent avec nous aux côtés des entreprises adhérentes et des entreprises de l'ESS de manière plus générale sur le territoire. Et j'en profite pour saluer nos amis de l'IFAP qui font un travail important sur le DLA sur le territoire. On va se lancer sans plus tarder sur notre présentation. On a pris l'habitude avec Sabira Perrault de former un duo qui, ma foi, marche plutôt bien. Et on vous a préparé une présentation pour faire, alors qu'on soit bien d'accord sur l'objet de la présentation, c'est un panorama qui n'est pas exhaustif, mais qui permet de refaire une photographie des mesures à 3 niveaux, des mesures d'ordre général, que vous connaissez pour la plupart, mais qu'il est toujours bon de rappeler,
les mesures spécifiques à l'ESS, celles qui se relèvent du soutien sectoriel et enfin les portes d'entrée et les lieux où on va pouvoir trouver les réponses. Mais Sabira, je vous passe tout de suite la parole. Je vous remercie, Sam, et merci de votre appui, Sam. Merci. Je voulais commencer cette présentation. Alors, encore une fois, nous allons vous présenter les mesures de plan de relance. Et comme elles sont très, très nombreuses, nous avons simplement l'ambition de vous présenter une synthèse de ces mesures. Et nous restons bien sûr mobilisés auprès de vous et surtout avec le relais de l'unité départementale du 84 pour répondre à vos questions. J'ai envie de commencer par une citation de Madame Olivia Grégoire, déléguée à l'économie sociale, solidaire et responsable, lors de son intervention le 2 novembre 2020. Je la cite, « Personne ne doit être laissé de côté pendant la crise. Les structures de l'économie sociale et solidaire doivent faire l'objet d'une attention toute particulière car finalité sociale ont fait une réponse immédiate à la crise, leur dimension solidaire, un modèle pour la résilience future de notre économie. » J'ai envie de remercier toutes les structures de l'économie sociale et solidaire qui ont démontré leur solidarité et leur mobilisation à l'occasion du premier confinement et qui ont continué à être auprès de l'État, que ce soit au travers des banques alimentaires, de la distribution des masques, de la production des masques, mais aussi d'être auprès des personnes vulnérables. Voilà, merci. Et merci à tout votre engagement. Merci pour ces remerciements qui vont droit au cœur de ceux qui sont engagés sur ces terrains-là, et ils sont nombreux. On va partager ensemble juste un rappel des mesures d'aide générale du plan de relance entreprise et qui concerne toutes les entreprises, dont celle de l'ESS. Effectivement, les mesures que je vais vous présenter dans un premier temps, ce sont des mesures éligibles à toutes les entreprises, quel que soit leur statut. Et je commence par le fonds de solidarité pour les structures de moins de 50 salariés. Ce fonds de solidarité est à hauteur de 10 000 € pour toute entreprise qui est, par mois, pardon, pour toute entreprise qui est fermée administrativement, mais aussi pour celles qui ont perdu un chiffre d'affaires de plus de 50% en N+1, en référence, et pour celles qui connaissent un fort impact de la crise Covid, quand bien même elle est encore ouverte, et qui bénéficieront, elles, par contre, de 1 500 € par mois. Nous avons une autre mesure qui est le prêt garanti par l'État. Les structures de l'économie sociale et solidaire sont éligibles à cette mesure et toutes les entreprises qui souhaitent pourront demander un nouveau différé de remboursement d'1 an, soit au total, soit 2 années au total. Excusez-moi. Enfin, le prêt direct, l'État dispose d'une enveloppe de 500 millions pour venir en soutien aux structures et aux entreprises, qu'elles soient de l'ESS ou du monde conventionnel. Ce prêt direct est de 10 000 à 50 000 € et cette enveloppe est disponible pour les structures qui ne trouvent aucune solution financière. Enfin, l'exonération des cotisations sociales, elles sont éligibles à toutes les entreprises de moins de 50 salariés et toutes les entreprises de 250 salariés dans le secteur de l'hôtellerie, café, restaurant, du tourisme, de l'événementiel et de la culture et sport. Enfin, la prise en charge du loyer, quand le bailleur est un bailleur privé et qui décide d'abandonner en tout cas le loyer du mois d'octobre, novembre et décembre, il pourra bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% du montant de loyer auquel il a renoncé. Si je vais vite, vous me le dites. Enfin, l'activité partielle, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette mesure qui existait même avant le plan de relance, mais qui a été renforcée et généralisée à beaucoup de secteurs. Le dispositif d'activité partielle est accessible à toutes les structures qui le demandent. Il n'y a aucun reste à charge pour les structures de l'économie sociale et solidaire et qui peut être pris en charge à 100%. Enfin, la mobilisation de Bpifrance
par l'État pour soutenir les entreprises, pour le soutien à la trésorerie, pour le prêt sans garantie, sans sûreté dans les actifs, enfin le prix rebond. Bien sûr, on reste à votre disposition pour, en tout cas, développer toutes ces mesures, mais ce qu'on voulait vous montrer, c'est que les mesures, elles sont multiples et elles sont élargies et elles accompagnent en fait pratiquement toutes les problématiques aujourd'hui que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont confrontées. Voilà, on passe à la... On passe aux aides spécifiques à l'ESS. Alors, c'est le soutien que l'État et le gouvernement a souhaité soutenir. Ils sont à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est bien sûr maintenir la trésorerie pour le maintien de l'emploi et de l'activité. Relancer les grands projets parce que les grands projets, c'est aussi le développement de l'activité et des emplois. Enfin, soutenir la ressource humaine dans les structures et principalement les structures, les plus petites structures. Pour le soutien à la trésorerie, l'État mobilise 45 millions d'euros consacrés à la mesure d'aide à la trésorerie via l'organisme France Active, dont le lien vous est donné pour voir l'éligibilité des structures. Relancer les grands projets en développant les fonds propres via la Banque des territoires et qui consiste au report systématique et automatique des échéances de 6 mois pour le dispositif NACRE et pour les structures de l'ESS, le report sur les demandes de l'échéance pour les entreprises de l'ESS et enfin le report sur la demande d'échéance à 6 mois pour le plan d'investissement, le PIA-ESS. Pour le soutien aux ressources humaines, l'État a mobilisé 15 millions d'euros affectés au fonds de coopérative de la jeunesse et de l'éducation populaire en mettant une aide, un fort financement à la création de 2000 postes FONGEP. Je pense que c'est un dispositif que vous connaissez. Ce sont des aides directes ciblées sur des associations à hauteur de 5 164 euros par an pendant 3 ans. L'idée de ce dispositif, c'est de soutenir les petites structures pour maintenir leur activité et leur ancrage territorial. Sam, vous vouliez intervenir, excusez-moi. Non, du tout. Je voulais souligner qu'il y avait des mesures qui étaient dédiées à l'emploi, mais vous l'avez fait vous-même. Merci. Nous avons aussi des mesures qui sont ciblées aussi du secteur de l'ESS. Ce sont les plans de soutien régionaux. Ces plans de soutien régionaux, c'est aux côtés de l'État. Nous avons des collectivités et des structures qui se sont fortement mobilisées. Les aides aux entreprises sont mises en œuvre au niveau régional en complément des aides de l'État. Vous allez sur le site Ma Région Sud et vous trouvez tout l'ensemble des aides qui va de l'aide au loyer, de l'aide aux infirmiers, aux aides-soignants, etc. Et le fonds ESSOR qui est spécifique en région PACA et qui vient en soutien aussi non simplement au maintien de l'activité via des prêts, mais aussi au développement des structures de l'économie sociale et solidaire. Depuis le 22 janvier, nous avons un nouveau dispositif qui s'appelle Urgence ESS, qui est le petit frère du dispositif Secours ESS qu'on a connu de juin 2020 à septembre 2020, qui aujourd'hui mobilise 30 millions d'euros au niveau national, qui concerne les structures de l'ESS de moins de 10 salariés, dont l'aide peut partir de 5 000 à 8 000 euros et dont l'opérateur auprès de l'État et France Active au niveau national. Notre région va bénéficier dans la première vague de l'urgence ESS à l'aide aux 350 structures au niveau régional. Et là, je pense que ce sera jusqu'au 30 juin. Ce dispositif est mis en œuvre et il évoluera petit à petit. Ce dispositif peut être aussi mobiliser des accompagnements via le DLA. Encore une fois, nous n'avons pas encore organisé
l'articulation entre les deux. Il n'y a pas d'obligation d'accompagnement par le DLA, mais on peut avoir des structures qui souhaitent être accompagnées en ayant bénéficié de cette aide, soit pour consolider leur modèle économique, soit pour venir voir leur stratégie de développement et de sécurisation, en tous les cas, de la gouvernance. Je crois me rappeler, Sabira, que vous aviez également indiqué que les crédits DLA avaient été renforcés dans cette période. Les crédits DLA, nous avons eu la notification des crédits DLA au niveau national et pour la région PACA. Nous avons un développement de 11% par rapport à l'année 2020 au niveau du DLA, et nous avons un autre fonds au niveau national qui est de 800 000 € pour venir valoriser certaines expérimentations des opérateurs DLA et qu'on peut aussi mobiliser en région PACA. Merci Donc, beaucoup. Nous avons le premier COSTRA qui est la gouvernance du DLA en PACA le 9 février. À cette occasion, nous procédons à la répartition des budgets au niveau du DLA et chaque opérateur sur son département aura une vraie lisibilité sur ses moyens d'intervention et sur son territoire et sur les secteurs prioritaires au titre de l'année 2021. Je ne sais pas si M. Gauthier souhaite intervenir, mais sur ce volet. Renaud, est-ce que tu souhaites intervenir au titre de l'IFAP, opérateur DLA du Var? Oui, bon, vous m'entendez parce qu'en fait, je n'étais pas préparé, j'ai pas de micro. Je passe direct par l'ordi. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. bien. Très bien. Ouais. Ah, ok, super. Oui, donc le DLA, donc oui, c'est un acteur sur le territoire qui accompagne l'ESS, bien sûr. Je pense que la plupart des personnes qui sont présentes sur ce webinaire là, pour certains, j'ai vu qu'ils me connaissaient. Je vois qu'il y a des structures qui ont déjà été accompagnées par le dispositif. Donc le DLA, bon, je rappelle un petit peu le fonctionnement. Donc, c'est un dispositif qui accompagne les structures de l'ESS. Donc, ça s'organise autour d'un diagnostic et de la possibilité de faire un accompagnement, soit individuel ou collectif. Donc à destination de toutes les structures de l'ESS. Voilà. L'année dernière, nous, on a accompagné le dispositif d'urgence ESS. On a pu accompagner je ne me rappelle plus exactement, mais moins 13-14 structures pour l'obtention d'une aide de 5 000 €. Voilà, il y a certaines structures qui sont présentes d'ailleurs, qui en ont bénéficié. Là, je vois sur la liste des participants. Voilà, cette aide a été vraiment significative pour ces structures. Ça leur a permis de tenir lors d'une phase qui était au niveau de la trésorerie difficile, et certaines aussi. Donc on a pu coupler le dispositif d'urgence à un accompagnement DLA, donc pour consolider soit le modèle économique, enfin trouver des solutions pour faire face à cette crise sanitaire qui perdure d'ailleurs. Voilà. Alors, merci. On pourra développer sur le volet DLA. En tout cas, oui. En tout cas, une information importante, il n'y a pas une obligation pour le dispositif d'urgence ESS d'être accompagné par un DLA, mais il y a une information importante, c'est que si la structure a déjà bénéficié d'un DESS, elle est aussi éligible à l'urgence ESS. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Ce n'est pas parce qu'on a bénéficié du DESS, donc du dispositif secours ESS, qu'on ne peut pas bénéficier de l'urgence ESS. Ce sont des aides cumulatives. On va terminer le panorama, histoire de laisser la place aux questions. Il y a quelques questions dans la fenêtre de dialogue. On voulait faire aussi un petit focus sur les aides sectorielles. Pardon ? Oui, avec plaisir, bien sûr. C'est toujours un plaisir pour moi. On a essayé de mettre en avant 4 secteurs. Le secteur de l'insertion par l'activité économique,
le secteur de la culture, du sport et du tourisme, de manière générale, qui sont fortement impactés et qui bénéficient d'aides spécifiques. On commence avec l'activité économique, l'insertion par l'activité économique. Oui, le gouvernement a mobilisé 300 millions d'euros pour soutenir près de 5000 SIAE et entreprises adaptées à deux aides, la subvention forfaitaire pour couvrir les pertes d'exploitation dues au confinement et un financement sur la base d'appels à projets visant à financer à la fois des projets d'investissement, mais aussi de développement, parce que notre objectif, c'est aussi de développer des postes d'insertion le plus sur tous les territoires. Enfin, un soutien via la France Relance, près de 200 millions d'euros de financement supplémentaire pour l'insertion par l'activité économique, pour recruter 35 000 jeunes de moins de 25 ans en parcours d'insertion. Corinne, peut-être un mot sur ça, puisque tu es la référente IAE sur le 83, si tu le souhaites. Alors, bonjour à tous. Donc, concernant l'insertion par l'activité économique sur le département du Var, aujourd'hui, donc, nous avons une trentaine de structures d'insertion par l'activité économique sur notre département. Elles ont fait l'objet d'un soutien financier de la part de l'État dans le cadre de ce que l'on appelle un fonds de développement d'inclusion 1, c'est-à-dire qui était un soutien des structures qui avaient été évidemment impactées par le Covid, donc un soutien financier. Et un deuxième fonds de développement de l'inclusion qui s'appelle Axe 2 a également été accordé aux structures d'insertion par l'activité économique du département pour développer des nouvelles activités et soutenir l'insertion par l'activité sur nos territoires et développer surtout de nouveaux secteurs d'activité. Je vois d'ailleurs que certaines structures d'insertion sont présentes sur le territoire, notamment j'ai vu FRAT, il me semble, et Vega, sauf erreur, je n'ai pas vu d'autres personnes présentes. Donc, on a vraiment essayé, dans la mesure de nos possibilités, de soutenir évidemment l'IAE sur notre territoire par le biais également de l'activité partielle et de la mise en œuvre de l'activité partielle auprès du réseau associatif. Merci Corinne, merci beaucoup. Effectivement, Corinne, tu as raison. Aux côtés de toutes ces dispositions et de mesures auprès de l'ESS et en faveur des structures de l'IAE, toutes les mesures pour les entreprises conventionnelles sont applicables, que ce soit le prêt, le BGE, le prêt pour le loyer, les garanties de l'État sont éligibles aux côtés de ces mesures-là. Merci. Alors, on a parlé d'un secteur qui est assez médiatisé aussi, le secteur de la culture. Il n'est pas médiatisé pour rien parce qu'effectivement, les difficultés sont réelles. J'en sais quelque chose, c'est mon secteur d'origine. Vous pointez au regard de la diversité des aides, je me permets d'intervenir sur ce volet-là. Il y a beaucoup de filières différentes dans le secteur de la culture, entre les arts visuels, le livre, les industries du spectacle, du cinéma, etc. Donc, c'est assez difficile d'organiser l'information spécifique parce que c'est un domaine très diversifié également. Donc, vous avez évidemment le site du ministère de la Culture qui recense les aides par secteur, mais à l'échelle régionale, vous avez aussi plusieurs opérateurs qui sont bien connus, des opérateurs culturels qui donnent aussi de l'information qualifiée sur les aides et qui peuvent aussi apporter de l'accompagnement sur ces questions-là. Je pense que IFAP, dans ses fonctions d'accompagnement, connaît bien le secteur culturel et on a un opérateur comme Mosaïque qui le fait aussi très bien sur le territoire toulonnais. Vous avez aussi pointé le secteur du sport qui souffre énormément, notamment le sport amateur, quoique le sport professionnel souffre aussi. Alors, effectivement, sur le secteur du sport, et depuis le premier confinement, beaucoup de clubs sont fermés. L'État a mis en place une aide massive à la prise de licence sous la forme d'un pass sport. Dès 2021, cette mesure évalue à peu près à 100 millions d'euros
doit faciliter le retour des Français dans les clubs sportifs et elle s'adresse en priorité aux plus fragiles. Donc là, c'est vrai que l'organisation de la région PACA, elle est en cours. Il y a une conférence régionale du sport qui est une déclinaison de l'agence du sport qui va se mettre en place autour du préfet de région pour organiser sur chaque département un plan d'action pour l'octroi et l'accompagnement de ces clubs. Enfin, l'État… Pardon, excusez-moi, oui, Sam. Pardon. De manière générale, la logique est toujours la même hein, pour les filières, c'est-à-dire qu'on apporte des aides à la pratique, on apporte des aides à la perte de recettes ou au manque de billetterie, on apporte des aides aussi sur la question de l'emploi, mais on essaye toujours d'avoir des mesures croisées pour chacune des problématiques de ces entreprises. Absolument. L'idée, c'est en fait tout l'objectif du plan de relance, c'est comment maintenir l'activité et les emplois et comment aider les structures à se maintenir dans un contexte qui est oxygène d'une part et qui est complètement fermé. Autre secteur aidé, et je me permets d'accélérer un peu, Sabira, oui, parce que du coup, on est bientôt en fin de temps et on aimerait laisser la parole aux questions qui sont posées. Le tourisme relève aussi de la même logique d'aide croisée sur différents éléments, avec un élément complémentaire peut-être sur la question de la rénovation énergétique du tourisme durable, où l'ADEME s'est impliquée pour proposer de faire des réhabilitations plus écologiques, plus responsables, parce que cette crise nous rappelle aussi qu'il faut saisir des opportunités de changement, et c'est aussi l'idée de la démarche, avec pour l'ensemble de ces aides, au-delà évidemment de ce que pourra faire la CRES pour vous et les délégations territoriales et les services de la Directe, ce qu'on va appeler des portes d'entrée, où vous allez pouvoir trouver de l'information spécifiquement sur le dispositif Urgence ESS, où on aura bien une application sur les territoires, une implication des différentes organisations de France Active, mais avec quand même une centralisation qui sera faite au niveau national pour les demandes, et une plateforme pour identifier les aides. J'ai été curieux, je suis allé voir, effectivement, c'est vraiment bien fait, et il suffit juste de dire qui on est, quel type de problématique on a, et ça isole dans le lot des mesures existantes celles qui vous correspondent le mieux et qu'on vous invite à creuser pour les mobiliser. Voilà à peu près ce qu'on peut se dire. Alors évidemment, oui, je vous en prie. Excusez-moi, Sam. Et il faut aussi vous dire que ce plan de relance est accompagné d'un ensemble d'appels à projets que vous pouvez aussi vous saisir pour répondre aux besoins des territoires. Nous avons eu beaucoup de projets sur le plan pauvreté, sur les contrats d'impact, etc. Mais sur l'année 2021, il y aura un ensemble d'appels à projets. On me parle de 21 appels à projets dans le secteur de l'économie sociale et solidaire que vous pouvez retrouver soit sur le site de la Banque des territoires, soit sur le site du ministère de l'économie. Voilà. Je pense que c'est important parce que c'est aussi une occasion de pouvoir développer de nouveaux services sur les territoires. Et pour tous ces appels à projets, l'unité départementale du 83 sera à vos côtés pour vous renseigner, vous accompagner et surtout, en tout cas, de vous orienter sur des opportunités du territoire. Voilà. Merci, Sam. Merci, Sabira. Ce n'est pas du tout anecdotique, vous faites très bien de le rappeler, puisque nos entreprises de l'ESS nous disent les aides sont bienvenues, on en a besoin, mais avant tout, nous souhaitons travailler. Nous souhaitons saisir les opportunités et la question des appels à projets est centrale dans la réflexion de nos entreprises. Donc, merci de le pointer. Du coup, je me penche un petit peu sur la fenêtre de discussion. Je vais voir un petit peu les questions qui ont été posées. J'en cite quelques-unes
en même temps pour voir comment on peut apporter des réponses à certaines d'entre elles. Y a-t-il des aides pour une première embauche? Il n'y a pas d'aide possible pour les associations sans emploi ou sans activité économique. Donc, on en revient à la problématique des associations qui ne sont pas employeuses. Et voilà. Il y a déjà ces deux questions qui ressortent. Est-ce qu'on peut apporter des éléments d'éclairage sur les aides à la première embauche ou sur les aides pour les associations qui ne sont pas employeuses? Il y avait aussi une question, il me semblait, sur le dispositif du prêt rebond de Monique. Quelqu'un de l'unité peut tenter d'apporter des éléments de réponse? Corinne, tu veux intervenir sur l'aide à l'embauche? Alors, comme je l'évoquais avec Mme Bouisset, la responsable du pôle 3E, il y a différentes aides au recrutement qui ne correspondent pas toujours à la première embauche. Donc, il y a l'aide au recrutement des travailleurs handicapés, une aide financière, une aide exceptionnelle également à la signature de contrats d'apprentissage, une aide également à l'embauche des jeunes, notamment dans les quartiers politiques de la ville, et des contrats également initiative emploi qui peuvent être développés sur le territoire. Alors, moi, j'invite les structures à prendre attache, par exemple, pour les jeunes auprès des missions locales, pour tout ce qui est CIE, évidemment, auprès de Pôle emploi. Voilà. Oui, ok. Si c'est du secteur marchand, excusez-moi, et évidemment, si la structure dépend du secteur non marchand, vous avez toujours l'opportunité de prendre attache auprès de Pôle emploi pour la contractualisation de PEC, contrat aidé. J'ai été un peu surpris, mais c'est en même temps une réalité que rencontrent certaines de nos entreprises, notamment associatives. Beaucoup d'entre elles n'ont pas le réflexe de se mettre en relation avec les services de la directe. En gros, puisque vous êtes là, vous nous parlez, comment on vous trouve, comment on vous contacte pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être en interlocution avec vous? Alors, il faut savoir qu'au sein de la directe, nous avons un service de renseignement, donc en matière de droit du travail, mais également qui nous oriente quand vous avez des besoins par rapport à des aides éventuelles qui nous renvoient les questions vers les services compétents. Donc, vous pouvez prendre attache auprès donc de la directe UD du Var, et si jamais je transmettrai via Madame Perrault et via Monsieur Ekel de la CRES les coordonnées de l'UD du Var et les coordonnées du service renseignement, où vous avez une adresse mail, un service téléphonique où tous les après-midi, le service droit au travail peut vous renseigner, mais également, vous avez la possibilité pour tout salarié ou pour toute structure, mais notamment pour tout salarié en matière de droit du travail, de réserver un créneau sur Internet directement. Et enfin, vous avez le site Internet de la directe PACA UD du Var, donc, que vous retrouvez très facilement via Google, excusez-moi. Et nous restons évidemment à toute disposition auprès des entreprises, mais auprès des associations. Et je pense qu'aujourd'hui, si demain vous souhaitez nous joindre, nous sommes à votre disposition. Alors, il est vrai qu'en ce moment, les circonstances actuelles font que nous alternons entre du télétravail, et des postes, la présence au bureau, mais n'importe quoi. De toute façon, nous sommes joignables via les adresses mail du service des renseignements ou de la direction de l'UD du Var, et je vous retransmettrai l'adresse mail via Madame Perrault et via Monsieur Ekel pour les structures de l'ESS qui sont présentes sur le département. Bien entendu, nous en ferons le relais. Merci pour tous ces apports et tous ces compléments. Peut-être une réaction de notre président sur le rôle de la Chambre, sur les mesures de soutien et les éléments d'appel à projet qui ont été pointés? D'abord, le redire, me féliciter de la relation que nous avons avec la
avec la directe et remercier à nouveau Sabera Perrault pour le travail qu'elle fait avec notre chambre et sur la qualité de la relation que nous entretenons. Je le disais, nous avons cette relation avec l'État. Ça veut dire que nous faisons remonter aussi les besoins que nous pouvons avoir et que nous font remonter les entreprises. Et puis, il y a aussi la relation avec la région. Ça a été évoqué, Mme Perrault a eu la gentillesse de le faire. Elle a cité le cas du fonds Essor. C'est typiquement une action pour laquelle la CRES a été active sur une proposition faite par la Banque des Territoires qui nous a demandé s'il ne serait pas intéressant que nous constituions un fonds spécifique à l'économie sociale et solidaire dans cette région. Nous avons répondu que nous allions solliciter des acteurs, et des acteurs importants de l'économie sociale et solidaire se sont engagés pour venir au soutien de ce fonds. Et c'est également, on retrouve là aussi, comme opérateur France Active, c'est la démonstration d'une action quand on sait travailler intelligemment ensemble, État, région, grosses entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont aujourd'hui sensibles à ce qui se passe et aux difficultés que peuvent avoir certaines de nos petites structures. Et nous savons, nous, au niveau de la Chambre, leur rappeler, puisque nous voulons être à la manœuvre, je dirais, pour permettre ces relations, inciter de grosses structures à venir abonder des fonds qui vont servir au développement et au soutien de plus petites structures qui en ont besoin, accompagner des projets, parce que on sait vrai, et Mme Perrault l'a rappelé, elle a raison, on est dans une situation qui est difficile. On sait très bien que derrière la crise sanitaire, il y aura forcément une crise sociale, il y aura une crise économique. Quand bien même il faut, pour l'économie sociale et solidaire, rester confiant, saisir cette crise comme une opportunité, répondre à des appels à projets, effectivement, et en profiter pour redynamiser nos entreprises. Il ne faut pas baisser les bras. Je pense que l'économie sociale et solidaire et nos entreprises ont une capacité de résilience peut-être un peu plus forte que d'autres entreprises. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place par l'État. Ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a rien qui a été fait par l'État parce que ce n'est pas vrai. Parfois, les difficultés que peuvent rencontrer nos entreprises, c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Et le rôle de la Chambre, c'est bien évidemment d'accompagner nos entreprises pour qu'elles puissent venir dans les meilleures conditions faire ces demandes et les accompagner vers les services qui sont en capacité d'apporter les réponses. Merci Denis. Nous en arrivons à la dernière séquence de notre rendez-vous Tour des territoires. Sur les 10 dernières minutes, si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas. On est là encore une fois pour vous écouter. Je vais réinviter David à nous rejoindre sur le plateau et on va parler de demain, on va parler des rendez-vous à venir, quelle que soit la nature des annonces qui vont être faites dans les heures et jours à venir. Nous serons là pour proposer des rendez-vous, des temps à nos adhérents. Nous avons un premier échange sur la structuration de la délégation du Var qui va s'installer progressivement sur ce premier semestre. Mais nous avons déjà quelques rendez-vous de programmés avec un rendez-vous peut-être statutaire important qui est la prochaine conférence régionale de l'économie sociale et solidaire. Oui, donc nous serons amenés à organiser dans les prochains mois, je vais préciser le calendrier, la 3e conférence régionale de l'économie sociale et solidaire, cette 3e conférence régionale de l'ESS et le résultat d'un partenariat entre l'État, le Conseil régional et la CRES. Il s'agit en fait tous les 2 ans de faire l'exercice du bilan des politiques d'appui aux entreprises de l'ESS en région et de mettre en perspective les enjeux et le développement éventuellement d'actions nouvelles pour appuyer le développement des entreprises de l'ESS sur le territoire régional. Donc nous sommes maintenant, après la promulgation de l'organisation de cette conférence régionale dans la loi cadre sur l'ESS, nous serons à la 3e édition. Il a été décidé en étroite concertation avec l'État et le Conseil régional que cette 3e conférence devait s'organiser impérativement à partir de l'écoute des besoins des entreprises de l'ESS et que le programme devrait refléter en fait l'expression de ces besoins et de ces enjeux. Donc nous allons engager dès je dirais la fin février, début mars, un travail de rencontre sous une forme qui reste à déterminer à date
compte tenu là aussi de la situation de pandémie, de retour dans les territoires qui s'appuiera sur la fonction d'animation de chacune de nos délégations départementales pour venir au-devant de toutes les entreprises de l'ESS du territoire, sur la base de 3-4 grands enjeux régionaux qui sont en correspondance aujourd'hui avec les politiques publiques d'État et de la région, venir interroger les entreprises sur l'état de leurs besoins, de manière ensuite à dresser une liste de ce qui pourra constituer les priorités du programme de la 3e conférence régionale de l'ESS. Ça sera confié à son comité de pilotage qui, lui, ensuite décidera de l'inclusion de telle ou telle thématique dans le programme. Donc ça, c'est vraiment un premier rendez-vous dont la forme reste à trouver, mais qui est prévu fin mars, début avril. Donc une consultation dans chaque territoire, sur la base de la fonction d'animation de nos délégations. On leur proposera d'être à la manœuvre. Et pour ce dernier rendez-vous, j'ai décidé de te faire plaisir en utilisant la slide que tu as préparée très tard dans la nuit et qui met en relief en fait les différents formats que nous pouvons proposer aux différentes délégations, qui ne sont pas du tout exclusives ni exhaustives, qui pourront être complétés et enrichis par les délégations territoriales. Est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire du type d'animation auquel les entreprises du Var peuvent s'attendre? Alors, a déjà été décidé en début d'après-midi d'organiser rapidement une rencontre de la délégation départementale du Var pour travailler sur sa réorganisation, sur sa structuration. On proposera à cette occasion-là, ou tout de suite après, je ne sais pas encore, ce que nous appelons dans nos formats des aprésos, qui en fait sont des temps de 1 à 2 heures, qui ont pour seul objectif en fait de faciliter l'interconnaissance entre les entreprises de l'ESS du territoire. En fait, le premier acte de la collaboration, c'est d'abord celui de l'interconnaissance. Donc, c'est donner cette possibilité-là à nos membres. Nous avons parlé de la conférence régionale de l'ESS. Et ensuite, dès à présent, on travaille à la programmation de ce que nous appelons dans notre jargon des matinales. Les matinales, ce sont des formats sur le matin qui consistent en fait à vous proposer de bénéficier à un moment de l'apport d'un expert qui soit est de notre champ, de l'ESS, soit qui est un partenaire de la CRES. Et d'ores et déjà, on a 3 matinales qui seront programmées, qui vous seront proposées dans le territoire. Une première qui est prévue dès la semaine prochaine déjà, initier et développer une stratégie commerciale dans mon association, point d'interrogation, une évidence. Nous reviendrons sur le territoire pour vous proposer, à la faveur d'un partenariat avec le groupe Aesio et avec French Impact, un travail en matinale qui se prolongera certainement en atelier pour faire encore plus de pédagogie sur le plan de relance et plus particulièrement sur l'ensemble de ces priorités et de ces mesures pour vous permettre de commencer à bâtir une stratégie, un chemin en correspondance à votre projet de développement. Et enfin, on fera courant de ce premier semestre, au 2e trimestre, je crois, une matinale sur un enjeu important qui est le suivant, c'est comment intégrer dans l'organisation de mon entreprise des démarches de progrès liées à la transition écologique. Merci David cet éclairage sur les temps d'animation qui seront proposés. Et vous le voyez qu'ils sont plutôt nombreux et diversifiés. Mais au-delà des agendas de temps programmés d'animation sur les territoires et ce que nous construirons avec la délégation 83, quels sont les grands rendez-vous auxquels vous allez participer, Président ? Alors, nous lançons au niveau de la Chambre une émission de télévision qui s'appelle L'invité du président. Et ma première invitée, la première émission sur un plateau en direct, sera Olivia Grégoire, la secrétaire d'État à l'économie sociale. Ah, vous ne faites pas dans la demi-mesure, hein, voilà, c'est tout de suite la secrétaire d'État. Voilà, autant parler au bon Dieu qu'à ses saints.
excusez-moi l'expression. Donc, on aura un plateau de télévision ensemble et puis nous programmerons d'autres émissions de ce type avec d'autres invités qui viendront évidemment échanger avec nous sur le sujet qui nous est cher, l'économie sociale et solidaire. Et puis, nous attendons effectivement les déclarations de fin de semaine pour voir où on va en être de notre confinement, puisque la secrétaire d'État, si nous animons ce plateau de télévision la semaine prochaine en direct, souhaitait également venir dans le département et rencontrer des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous allons attendre un peu comment s'orientent les choses et que nous dit la crise. Et puis, nous aimerions effectivement la faire venir sur le territoire, lui faire rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire, échanger avec elle. Je pense également que c'est important et qu'elle prenne la réalité de notre région, qui est une très belle région. Elle avait manifesté le désir de venir dans cette région. Bien évidemment, nous avons répondu favorablement. Je crois que c'est bien que nous puissions la recevoir et lui montrer le dynamisme de l'économie sociale et solidaire dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La CRES a aussi un rôle à jouer dans la perspective des départementales et régionales qui vont au final s'organiser à un moment donné. Il va bien falloir qu'elles s'organisent. Quelle est la fonction un petit peu de plaidoyer ou de relais que nous devons porter? Alors, dans les élections régionales, la CRES, aujourd'hui, légalement, est l'interlocuteur de la région. Donc, il appartiendra effectivement aux candidats qui se présenteront de rappeler ce qu'est le rôle de la CRES et de rester cet interlocuteur tel que la loi le définit. Mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les régions s'emparent de la question de l'économie sociale et solidaire et on peut s'en féliciter. On voit aussi de plus en plus de conseillers régionaux qui sont délégués à l'économie sociale et solidaire au sein des conseils régionaux. C'est une bonne chose. Peut-être que nous aurons dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur demain, nous n'en avons pas aujourd'hui, un conseiller régional attaché à l'économie sociale et solidaire. Pourquoi pas? En tout cas, si nous devions demain en avoir un, ça serait de bon augure puisqu'il serait rattaché naturellement à la question économique et à la commission économie du conseil régional et que l'économie sociale et solidaire, le premier mot, c'est économie. On est bien un acteur économique. Merci, Président. Mes prochains remerciements vont à vous, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, associations, coopératives, mutualistes, fondations, entreprises ESUS qui faites vivre le dynamisme de l'ESS dans le Var. Vous êtes en fait la CRES et la raison d'être de la CRES sur le territoire. Du coup, je remercie encore une fois la Mutualité française et particulièrement Dominique Trigon de nous avoir accueillis dans ces locaux. Encore une fois, c'était important pour nous de venir ici sur Toulon, dans le Var, pour même animer une visio. Évidemment, on aurait préféré vous rencontrer en direct, mais vous comprenez bien que ça n'était pas possible et on ne vous donne que rendez-vous pour la suite de la construction de nos travaux communs et notamment de la structuration de la délégation qui sera dès demain le relais des animations et le relais de la représentation de la Chambre dans le Var et on a beaucoup de travail à faire ensemble. Je vous remercie de votre attention, de vos questions. Je remercie encore une fois la Directe, l'équipe de la CRES qui s'est beaucoup mobilisée et devant moi l'équipe de l'association Les Têtes de l'Art qui a mis en place ce système de plateau télé itinérant avec beaucoup d'efficacité. Nous vous en remercions. Et moi, je voudrais saluer notre animateur, Sam Kibizi, qui, en plus de sa fonction de vice-président de la Chambre régionale, a de main de maître et depuis toute cette semaine animé nos travaux. Tu as bien fait le travail, on peut t'en féliciter, on peut te remercier. Merci, Président. Je prends le compliment à dire. À très bientôt à tous et je vous souhaite de belles aventures avec nous. Prenez soin de vos proches. À très bientôt. Merci, merci.